Peu avant le lever du jour à Berlin, une unité spéciale des douanes allemandes mène une opération contre un trafiquant d'armes. Nous sommes plus de 100 hommes à intervenir et nous sommes là depuis 3 heures du matin. Nous avons affaire à un criminel connu et potentiellement très violent. Les enquêteurs doivent s'attendre de plus en plus à ce que de tels individus disposent d'armes de guerre et en fassent usage. La tension monte, le compte à rebours a commencé. L'opération est prévue à 4 heures. Là, il est 4 heures moins 6. Les douaniers interviennent parce qu'il s'agit d'une affaire de contrebande, un délit transfrontalier. Les enquêteurs ont observé le suspect pendant plusieurs semaines. Maintenant, ils passent à l'action. La lutte contre le trafic d'armes a pris une nouvelle dimension. Toutes les armes que l'on voit ici ont été utilisées pour commettre des délits. Ce sont de plus en plus souvent des armes de guerre. Le trafic d'armes est très semblable au trafic de stupéfiants. En général, l'un et l'autre suivent les mêmes routes. Là où on fait passer de la drogue, on fait passer des armes. Cela vaut aussi pour le trafic d'êtres humains, le trafic d'enfants ou la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle. La contrebande d'armes emprunte les mêmes voies que tous les autres commerces illégaux. Le trafic d'armes n'a pas de frontières. C'est pourquoi Interpol doit assister les polices du monde entier. Jeffrey Sterling, un expert du FBI, dirige le service compétent au sein de l'organisation internationale. Nous devons coopérer parce qu'il y a des armes partout. Nous ne pourrons jamais les éliminer totalement, mais nous devons savoir comment elles passent du marché légal au marché illégal pour être utilisées à des fins criminelles. C'est un travail colossal. Il y a des millions et des millions d'armes en circulation. Norvège, juillet 2011. Un vendredi après-midi, le terroriste d'extrême droite Anders Breivik commet un massacre à Oslo et sur l'île d'Utøya. Bilan, 77 morts, pour l'essentiel des jeunes gens participant à un camp d'été de la jeunesse social-démocrate. Ce crime montre combien il est facile pour les extrémistes de trouver des armes en Europe. L'affaire Breivik a tout changé. Ça a été sans aucun doute l'un des attentats majeurs en ce qui concerne les armes à feu. Ça nous montre combien il est important que les forces de l'ordre enquêtent de leur propre initiative sur des crimes impliquant des armes à feu. C'est une affaire très complexe qui ne se réduit pas à un tueur avec une ou plusieurs armes. Avant de perpétrer ces crimes, Breivik s'est rendu en Europe du Sud. À son retour, il aurait été contrôlé à Wetzlar, en Allemagne, avec des pièces détachées d'armes et de munitions dans son véhicule. La police criminelle allemande en aurait informé les autorités norvégiennes et l'aurait autorisé à reprendre la route. On sait que Breivik a voyagé à travers l'Europe. On aurait pu centraliser de manière plus efficace certaines informations. À vrai dire, bien souvent, il est trop tard quand on réagit. L'information ne serait jamais parvenue en Norvège. Que s'est-il passé ? La police criminelle allemande répond qu'en principe, elle ne communique pas les renseignements d'ordre personnel. La piste des armes utilisées dans les attentats parisiens pourrait bien mener elle aussi en Allemagne, plaque tournante de ce trafic. Un Macédonien a été appréhendé sur l'autoroute près de Rosenheim avec des explosifs et 8 kalachnikovs. La destination du GPS était Paris. L'usage d'armes d'assaut dans les rues des villes européennes est-il une menace? Oui, bien sûr. On vient de voir ce qui s'est passé à Paris. On se souvient des événements de Copenhague, de Bruxelles et de Verviers. On ne peut pas nier que les armes sont une menace. Alors, je ne sais pas s'il y a des blessés.
Vous avez peut-être plus d'infos que moi. Le crime commis à Paris dépasse l'entendement. Comme dans tout attentat, des innocents sont touchés. Mais là, c'est avec qui tire? Je te jure que ça tire, mon pote. Mais non. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Bien après la tragédie du 13 novembre 2015, les Parisiens sont toujours frappés de stupeur. 130 morts, 368 blessés, dont certains dans un état critique. À l'heure du deuil, des questions se posent. Comment les terroristes ont-ils pu se procurer des armes de guerre au cœur de l'Europe? La piste des islamistes et de leurs armes nous ramène toujours à la capitale belge et européenne, Bruxelles. Claude Moniquet, ancien agent du renseignement français, connaît bien les filières du trafic d'armes. Il y a plusieurs types de trafic d'armes. Grosso modo, il y a 3 types de trafic d'armes. Il y a un trafic d'armes massif qui concerne habituellement des armes neuves, qui se fait par des organisations mafieuses ou criminelles ou par des organisations terroristes très structurées et qui se fait sur un schéma qu'on connaît très bien, qui est l'achat légal d'armes en utilisant, entre autres, de faux certificats d'usage final, les End-User Certificates. Vous avez un deuxième type de trafic d'armes qui résulte du vol d'armes neuves. Ou anciennes, mais souvent d'armes neuves, dans des armeries, dans des fabriques, des usines. C'est pas très massif, mais ça existe. Et vous avez un troisième type de trafic d'armes, et c'est plutôt sur celui-là qu'on est apparemment dans ces affaires, qui sont, en tout cas pour la Belgique, des armes venues de Yougoslavie, des stocks de la guerre de Croatie, de la guerre de Bosnie, de la guerre du Kosovo, où des masses énormes d'armes ont été accumulées. Dans le cas des attentats de Paris et de Bruxelles, la plupart des armes ont été achetées en Belgique. Une bonne partie est arrivée en Europe par la route des Balkans. Malgré des contrôles aux frontières extérieures présentés comme rigoureux, quantité de munitions et d'armes de guerre en provenance des Balkans entrent clandestinement dans l'Union européenne. C'est une conséquence des guerres de Yougoslavie. Le procureur bosnien Dubravko Čampara fait face à un problème insoluble. Nous coopérons avec les pays européens et nous menons souvent des opérations conjointes contre les trafiquants. En général, ces derniers trouvent quelqu'un pour conduire le véhicule, mais ils lui donnent seulement l'adresse de livraison, sans lui dire ce qu'il transporte à l'intérieur. Dernièrement, en collaboration avec la police allemande, nous avons découvert un réseau de trafiquants et saisi 30 grenades et 5 fusils d'assaut. Pouvez-vous nous en dire plus? Les trafiquants viennent de Bosnie et ont été arrêtés à Aix-la-Chapelle. Une étude révèle qu'en Bosnie-Herzégovine, un habitant sur 5 possède des armes de guerre illégales. Selon la journaliste Suzana Mijatovic, qui enquête sur le crime organisé et le terrorisme depuis 20 ans, les autorités sont dépassées. On m'a dit qu'un fusil d'assaut coûtait 250 marks de Bosnie, environ 125 €, ce qui est très bon marché. Tout le monde peut se procurer une arme sans problème. C'est très simple. Auparavant, les armes étaient acheminées de Bosnie, de Serbie et de Croatie vers le Kosovo. Maintenant, c'est différent. Après les récents attentats perpétrés en France, on a découvert que les armes des terroristes avaient été fabriquées en Serbie. Et il est tout à fait possible qu'elles aient transité par la Bosnie-Herzégovine. Afin de lutter contre le trafic d'armes, une unité spéciale a été créée au sein de la police bosnienne, la SIPA. Pour des raisons de sécurité, le directeur de l'agence ne doit pas être reconnu. Ce sont pour l'essentiel des groupes criminels. Ils utilisent souvent des voitures de location,
Mais ils ont aussi régulièrement recours aux moyens habituels de transport de marchandises pour cacher des armes. Une autre pratique courante est la contrebande, dans des autobus longue distance. Enfin, ils sont très créatifs dans leurs activités et trouvent toujours de nouvelles combines. Cette vidéo rendue publique par les autorités montre une opération de la CIPA contre un réseau de trafiquants d'armes. Dès leur première intervention, les enquêteurs découvrent des armes illégales dans un véhicule. Des hommes sont appréhendés. Et ça ne s'arrête pas là. Un arsenal entier est saisi. Une fois encore, les armes étaient destinées à un pays européen. Autre problème longtemps ignoré. Avec les guerres des Balkans, des djihadistes du monde entier ont afflué en Bosnie-Herzégovine. Selon une étude mondiale, le pays arrive aujourd'hui en 4e position derrière la Jordanie, la Tunisie et l'Arabie saoudite quant au pourcentage de combattants de l'État islamique issus de sa population. Il est difficile d'expliquer en une phrase quelles sont les principales difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la lutte contre le terrorisme. Une chose est sûre, les groupes radicaux sont de plus en plus puissants en Bosnie. Pour le petit État, c'est un défi quasi insurmontable. Il manque à la fois de lois, de personnel qualifié et de volonté. Jusqu'ici, plus de 150 citoyens bosniens ont été identifiés comme des combattants de l'État islamique. C'est beaucoup. Selon nos sources fiables, une trentaine d'entre eux ont été tués au combat. Par ailleurs, 35 djihadistes sont revenus en Bosnie-Herzégovine. Dans notre pays, il y a de nombreux petits villages où vivent exclusivement des membres du mouvement salafiste, comme on dit. Gornica Macha se trouve à 300 km de la capitale Sarajevo. C'est le village qui a envoyé le plus de salafistes en Syrie. Edis Bošnić, 35 ans, parle au nom de sa communauté. Bien sûr, chaque musulman rêve de créer à nouveau un califat mondial dans lequel tous les musulmans vivraient ensemble. Allah donne le pouvoir à celui qu'il choisit. Si les gens sont prêts à vivre selon la loi islamique, ce rêve se réalisera inévitablement. Mais s'ils ne le veulent pas, il est impossible de leur imposer par la force. Ou alors, si c'est le cas, ça ne peut pas durer bien longtemps. Edis Bošnić se veut pacifiste et récuse tous les reproches faits à sa communauté. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Dans les villages salafistes comme celui-ci, de jeunes hommes et de jeunes femmes sont recrutés comme combattants par des groupes radicaux. Il s'agit majoritairement des catégories les plus fragiles de la population. Ce sont généralement d'anciens toxicomanes, de petits délinquants ou de grands criminels. Ils passent d'un extrême à l'autre. Il y a un risque réel que ce genre d'individus commettent un acte terroriste. Le danger était prévisible depuis la guerre des Balkans. Je vous rappelle que la première communauté de ce type est apparue après la guerre dans le village de Bocina, près de Maglaï. On a appris après coup qu'elle était financée par divers groupes radicaux, basés en Égypte, en Algérie, en Syrie, etc. Elle a été créée par des moudjahidines qui sont venus en Bosnie durant la guerre. Ils ne pouvaient pas retourner dans leur pays parce qu'en général, ils y étaient recherchés. Malheureusement, depuis les récents événements, même ceux qui niaient constamment la menace terroriste ou la minimisaient doivent reconnaître à présent que nous avons un problème grave chez nous. Bruxelles se trouve à seulement 2 heures d'avion de Sarajevo. La France est le premier pays qui exporte des djihadistes vers la Syrie.
en chiffre absolu, 2000, enfin 2000 volontaires. La Belgique est le deuxième, en chiffre relatif. Les services de renseignement belges, qui ont été beaucoup critiqués depuis, remarquent, par leur travail, qu'il y a beaucoup de Belges qui partent pour la Syrie. Et puis ils regardent un peu dans les pays voisins, et ils voient qu'il y a beaucoup de gens qui partent un peu partout pour la Syrie. Et ils vont à Paris, à Londres, à Washington. Ils vont rencontrer les services français, les services anglais, les services américains. On est en 2013 à ce moment-là. Et ils disent, écoutez, il faut regarder tout ça, il y a un problème. Tous ces jeunes qui partent pour la Syrie, c'est beaucoup plus que pour l'Irak et l'Afghanistan. Ça veut dire quelque chose. C'est dangereux. Et tout le monde rit. C'est une histoire belge, comme on dit. Et puis arrive 2014, mai 2014, la fin du mois de mai, et l'attentat du musée juif de Bruxelles. Et là, pour la première fois, on a un acte terroriste commis en Europe par ce qu'on appelle un riturnier. Fin mai 2014, 4 personnes sont tuées lors de l'attentat du musée juif de Bruxelles. L'arme utilisée, une Kalachnikov, vient d'ex-Yougoslavie. Le terroriste, de France. Parti de Syrie, il s'était rendu à Bruxelles en passant par l'Allemagne et avait trouvé refuge dans le quartier de Molenbeek. Depuis les attentats de Paris, la Belgique est en état d'urgence. Une manière de répondre à la peur et à la menace. La journaliste Marie-Cécile Royen est une experte en terrorisme reconnue. Tout de suite après l'événement, on a trouvé un angle, disons, qui était celui de savoir quelles étaient nos armes par rapport au terrorisme. Depuis 1993, Marie-Cécile Royen enquête sur les milieux islamistes belges. Bruxelles abrite le siège européen de la Ligue islamique mondiale, donc qui est dédié à la diffusion du message wahhabite de l'Arabie saoudite. Donc déjà, à Bruxelles, il y a vraiment un foyer de radicalisation pacifique. Je veux dire, ce n'est pas le wahhabisme tel qu'il est, je veux dire, propagé par l'Arabie saoudite, n'appelle pas directement au djihad, mais il incline au repli sur soi et à la réaffirmation de l'identité musulmane. Et cette idéologie a diffusé à Molenbeek, à Verviers, et présente des points de similitude avec le salafisme des wahhabites. 1000 individus figurent sur la liste des extrémistes établie par les autorités belges. Plus de la moitié sont considérés comme extrêmement dangereux. Il y a près de 600 personnes qui représentent un lien avec la Syrie. C'est énorme, évidemment. Et ces gens sont catalogués suivant un certain degré de dangerosité. Et on ne surveille de façon très, très, très précise que les gens qu'on a considérés comme représentant une menace immédiate. Et malheureusement, les personnes qui ont agi à Paris n'étaient pas dans les catégories les plus dangereuses. Voilà. Donc ils ne faisaient pas l'objet d'une surveillance de tous les instants. Voilà. Malgré un blackout total de l'information depuis le 13 novembre 2015, des éléments de l'enquête sont divulgués. Actuellement, il semblerait que pour les attentats de Paris, les armes ne viennent pas de Belgique. Ça, c'est établi. Il y a 2 pistes. Une piste qui ferait venir ces armes d'Allemagne. Une partie des explosifs qui ont servi à la fabrication des ceintures des kamikazes ont été achetés par Salah Abdeslam dans la région parisienne. Et les Kalachnikov proviendraient peut-être de Marseille. Le quartier de Molenbeek à Bruxelles est dans le collimateur des enquêteurs. Cela étonne-t-il les habitants? Étonné, oui, parce que j'arrive pas à comprendre comment on peut faire ça. Étonné, oui, mais pas surpris. Pas surpris, non. Parce qu'on savait déjà que depuis Charlie Hebdo, qu'ils étaient là. On le savait. Tony, d'origine portugaise, vit en Belgique depuis 18 ans. Il s'est installé voilà 10 ans dans le quartier sensible de Molenbeek. Si on remonte encore de 150 mètres plus haut, c'est la station de métro Ribeaucourt. Donc c'est une station assez délicate.
C'est à cette station que les premières arrestations ont eu lieu après les événements de Paris. Ça fait 2 semaines qu'il y a eu un Belge qui a reçu un paquet par la poste de 25 kilos de munitions de Kalachnikov. Pourquoi? Ils sont trompés d'adresse, sûrement. Donc, ça c'est un marché. Les Kalachnikov, tous les armes, c'est un marché. Il y a déjà un là. C'est un marché noir, quoi. Ça a toujours existé, ça va toujours exister, ça. Ici, ça marche comme ça. Moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît la personne. C'est comme ça que ça marche. Depuis les attentats de Paris, le climat est tendu à Molenbeek. Les interventions de police comme celle-ci font désormais partie du quotidien. Dès 1985, Alain Grignard s'est mis à enquêter dans les milieux islamistes belges. J'ai toujours habité dans ces quartiers. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui font beaucoup de théories assez fumeuses et qui n'ont jamais mis les pieds ou seulement avec des questionnaires d'enquête dans ces quartiers-là. Moi j'y vis. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses qu'on découvre maintenant qui existent dans les rapports de basse police depuis 15 ans. Mais c'est clair que moi j'ai vu, et mes collègues ont vu, des gamins qui jetaient des pierres sur les policiers dans la rue avant, qui avaient 10 ans ou 12 ans, qui sont devenus des braqueurs, donc des gens qui faisaient des hold-up, et puis qui maintenant se retrouvent en Syrie. Ça on l'a vu. Les gens qui seront identifiés dans les cours de l'enquête, ça va être des gens qui ont des profils assez particuliers, dont probablement la plupart sont déjà passés dans les écrans du radar. Commissaire et islamologue, Alain Grignard parle couramment l'arabe et a été l'un des premiers à se consacrer à la lutte contre le terrorisme. On ne peut pas voir un policier derrière chaque personne. Pour poursuivre quelqu'un 24 heures sur 24, il faut 60 policiers, je suis désolé. Pour des écoutes téléphoniques, pour 1 heure d'écoute, il faut 10 heures de transcription, de traduction, etc. Donc on ne peut pas sauver tout le monde, heureusement. Je trouvais ça assez vil de voir les articles, notamment dans certains journaux américains, New York Times, où on disait la Belgique, les armes, etc. On peut trouver des armes en Belgique, mais en tout cas, on en trouve, à mon avis, plus facilement à Marseille qu'à Bruxelles. J'en suis persuadé. Depuis 2006, Niels Duquet fait partie de l'Institut pour la paix du Parlement flamand. Son domaine de spécialisation, le commerce illégal d'armes. C'est facile de rejeter la faute sur la Belgique, mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas de problème. En fait, nous ne sommes pas familiarisés avec la gestion des données. Par exemple, je ne peux même pas vous dire combien d'armes ont été saisies aujourd'hui en Belgique. Je sais qu'il y a environ 5000 cas de détention d'armes illégales par an, mais de combien d'armes s'agit-il? Nous l'ignorons. Selon le groupe de recherche parlementaire, la lutte transfrontalière contre le terrorisme est l'un des plus grands défis de l'Union européenne. Pour un terroriste qui prévoit de commettre un attentat à Paris, c'est une très bonne idée d'opérer à partir de la Belgique. C'est un petit pays limitrophe, situé non loin de Paris, à 2 ou 3 heures de route. Nous parlons la même langue. En même temps, c'est un autre État. Alors si la police ou les services secrets français vous surveillent, ils ne peuvent pas vous suivre jusqu'en Belgique parce qu'ils doivent coopérer avec la police nationale belge. Autrement dit, vous avez moins de risques de vous faire attraper. D'un point de vue stratégique, c'est donc une excellente idée d'agir depuis un petit pays comme la Belgique, surtout si on peut s'y procurer des armes. Nous voyons de plus en plus de réseaux qui regroupent des terroristes et des criminels et qui utilisent à nos dépens les frontières nationales à l'intérieur de l'Europe. Et nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Une présence policière renforcée peut-elle être la réponse à la menace terroriste? Depuis les événements de novembre 2015 à Paris, les autorités belges chargées de l'enquête font sans cesse l'objet de critiques. Pourtant, en janvier 2015, elles sont parvenues à découvrir une cellule terroriste islamiste dans la ville de Verviers, près de la frontière allemande. Cette cellule était dirigée au départ de la Grèce par Abdelhamid Abaoud, qui est considéré comme l'organisateur des attentats de Paris. Alors, la communication du gouvernement belge a été un peu hésitante après l'assaut. En réalité, il semblerait, d'après l'enquête aujourd'hui,
que cette cellule djihadiste préparait un attentat de grande ampleur, un peu à la manière de ce qui s'est passé à Paris. La cellule terroriste s'était cachée dans cet immeuble discret du centre de Verviers avec quantité d'armes et d'explosifs. Quelques jours après les attentats parisiens de janvier 2015, la police belge démantèle la cellule. 2 des terroristes sont abattus. Des rumeurs où on dit que les gens avaient été tués sans sommation, mais en réalité, ils ont riposté immédiatement dès que les policiers sont intervenus. Et donc vous voyez des impacts dans le mur du feu qui a été échangé à ce moment-là. Alors ce qu'on apprend aussi par rapport aux attentats de Paris, c'est que les quelques 800 personnes fichées en Belgique pour des faits liés à la Syrie, les noms de ces personnes avaient été communiqués à Interpol et que soit Interpol ne les a pas dispatchés, distribués aux autorités ou de police compétentes nationales, mais voilà, les Français visiblement n'avaient pas la liste des personnes fichées en Belgique pour des faits relatifs à la Syrie. La menace est connue depuis des années. Mais les États européens sont-ils armés pour lutter contre le terrorisme? La faille vient-elle des frontières intra-européennes ou d'un manque de communication? Nous aimerions avoir en amont un échange standardisé d'informations pour pouvoir évaluer les risques et dire ensuite « il faut regarder ça de plus près, il pourrait se passer quelque chose ». Mais comment arrêter le commerce illégal d'armes? Il est impossible de surveiller les flux de marchandises dans le monde. 3% du trafic au maximum peut être contrôlé. Il n'y a plus de frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Les quelques frontières extérieures restantes ne sont plus contrôlées que de manière arbitraire. Les armes entrent facilement dans les États membres. Une journée ordinaire au centre de tri postal de Niederaula en Allemagne. Parmi des milliers de paquets, les douanes ne peuvent effectuer que des contrôles aléatoires. Une découverte fortuite. On dirait une pièce électronique d'une mitraillette. Contrairement à ce qui a été déclaré, ce n'est pas un jouet. Les douanes ouvrent une enquête sur l'objet en question. Le trafic d'armes par la route des Balkans est une réalité d'aujourd'hui. Que nous réserve l'avenir ? Nous observons attentivement la situation en Syrie, en Ukraine et en Afrique du Nord. Ce sont des régions où il y a beaucoup d'armes d'assaut en circulation. Il est clair que les criminels le savent et que certaines de ces armes vont être acheminées vers l'Union européenne par un moyen ou un autre, maintenant ou dans 5, 10 ou 15 ans. Une partie d'entre elles vont se retrouver en Europe et nous devons être prêts à contrer cette menace. Ces dernières années ont montré de façon tragique ce qui pouvait arriver lorsque des armes de guerre illégales étaient aux mains de terroristes et autres criminels. La lutte contre ce trafic n'est pas du ressort des États ni de l'Union européenne. C'est un phénomène mondial qui appelle des réponses mondiales. Aujourd'hui, quand quelqu'un tente de franchir la frontière entre deux pays, qu'on le contrôle et qu'on trouve une arme sur lui, on devrait se dire immédiatement « il faut que j'interroge la base de données d'Interpol pour pouvoir remonter la piste et savoir d'où l'arme vient ». C'est un procédé tellement nouveau que certains pays, certains commissariats ou certains agents publics n'en ont même pas encore entendu parler. On peut lever les bras au ciel et s'écrier « je n'y arriverai pas ». Ou bien on prend l'arme, on note le numéro de série, le modèle et le fabricant, on communique les informations aux pays partenaires et on demande « comment cette arme s'est-elle retrouvée dans mon pays ?» C'est un problème monumental, un problème mondial. Mais je crois fermement qu'une coopération internationale peut nous aider à le résoudre. Can then help to eliminate the problem.